bonsoir. Je ne sais pas quelle idée j'ai eue d'inviter ce soir deux géants avec plein de cheveux. Ça me fout des complexes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, tant qu'on est assis, ça va. Bon, comme vous le savez, parce que vous êtes de grands lecteurs, et vous aussi, on gagne toujours à séparer les livres du bruit qu'ils font. Et le vôtre, il en a fait du bruit. Quand je dis le vôtre, c'est à tous les deux. C'est rare d'inviter un écrivain et son éditeur, mais là, c'est justifié. Non pas que l'un ait écrit le livre de l'autre, pas du tout. Mais il y a quelque chose d'une œuvre commune, quand même si le livre était écrit avant d'atterrir chez Albin Michel. Tant et si bien tout ce bruit qu'il devenait impossible d'évoquer les yeux de Mona sans que lui soit accolé le mot phénomène. Et ça, c'est gênant parce que du phénomène à l'énergumène, il n'y a qu'un pas. Il faut s'en méfier. C'est Georges Simenon qui disait ça, il s'y connaissait. Alors, on va donner deux chiffres, une fois pour toutes. Comme ça, après, on parlera de ce qu'on aime, c'est-à-dire la peinture, l'art et tout ce qui tourne autour. Premier chiffre, je m'adresse donc à Nicolas de Cointet, qui est l'éditeur chez Albin Michel, responsable des beaux livres chez Albin Michel. Quel est le chiffre aujourd'hui de nombre de livres vendus en France? Merci d'abord de m'avoir convié. C'est vrai qu'on n'invite jamais les éditeurs. Alors nous, on est des hommes de l'ombre, donc je suis ravi. J'ai pas l'habitude, je suis dans la lumière. Pour répondre à ta question, on a vendu 345 000 exemplaires en France, et auquel il faut ajouter, en gros, on l'a vendu dans 37 langues dans le monde, et on a déjà une dizaine de langues qui sont parues, qui rajoutent à ça peut-être 150 000 exemplaires. Donc il y a combien de traductions? 37 traductions, 37 voilà, traductions. En cours. Et donc il y a eu déjà des grands succès dans des pays qui n'avaient plus l'habitude de faire des scores en littérature étrangère, parce qu'il faut savoir que la littérature française s'exporte mal, mais toi tu es un grand écrivain et tu le sais. Mais Les Yeux de Mona a surpris un peu les Allemands eux-mêmes, parce qu'ils en sont à 70 000 exemplaires vendus, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et 65 000 en Italie, je crois, donc il y a aussi un très très gros score. Et la prochaine étape pour Thomas, c'est les États-Unis, parce que ça fait rêver tous les auteurs français et personne n'y arrive. Et là, apparemment, ça se présente plutôt très bien. Il va sortir en septembre aux États-Unis et en Angleterre. Voilà, on en est actuellement. Alors, ça vous donne déjà une petite idée d'un livre qui est sorti il y a 18 mois et qui a fait un chemin immédiat. Hein, ça a été instantané, le succès. D'ailleurs, tu parlais de phénomène, mais on a pris un gros risque quand on a sorti ce livre, un risque parce qu'on a écrit sur la couverture que c'était déjà un livre phénomène avant qu'il sorte en France. Donc ça énerve généralement les journalistes, les libraires. Mais avant ça, pour atténuer un peu l'agressivité des uns et des autres, on l'a fait lire aux libraires quelques mois avant, et ça a été il y a eu un espèce de phénomène où c'est comme une mèche qui a été allumée dans le monde entier et qui ne s'est jamais arrêtée. Donc c'est une histoire qui a tout d'un coup touché le monde entier. Alors, déjà en France, il faut aussi ajouter, ça c'est un événement d'il y a quelques jours, les trophées de l'édition. Les trophées de l'édition, c'est un peu comme les victoires de la musique, ou bien les Césars, mais sauf que c'est pour l'édition. Et donc il y a l'éditeur de l'année, etc. L'auteur de l'année, qui a remporté le trophée de l'auteur de l'année, c'est lui. Vous vous rendez compte? Alors, on laisse tomber les chiffres, maintenant on va parler de l'essentiel. C'est un livre, évidemment, qui parle de peinture, d'art, mais pas uniquement. Parce que je résume en deux mots, hein, c'est l'histoire d'un grand-père qui s'appelle Henri, français de nos jours, qui a une petite fille de 10 ans, et elle est, par une maladie un peu particulière, elle est menacée de cécité. Et donc, il décide de l'emmener tous les mercredis, passer un certain temps
devant des tableaux au Louvre, au musée d'Orsay et au Centre Pompidou, les 3 grands musées parisiens, pour faire une provision de la beauté du monde à travers l'art. Parce qu'il craint, ce qu'on annonce la faculté, que sa vue disparaisse. Et de ce dialogue entre les deux va naître cette somme de presque 400 pages qui se lit très agréablement, qui est très fluide, qui est intelligente, qui n'est pas un livre sur l'histoire de l'art, alors que l'art est partout, c'est un livre sur la vie, l'apprentissage de la vie. Mais je voudrais savoir si je me trompe, Thomas, son succès mondial est ce qui s'explique avant tout par quelque chose qui est encore plus universel que l'art, qui est déjà un langage universel, qui est le lien très particulier entre des grands-parents et des petits-enfants. C'est extrêmement frappant. J'ai eu le plaisir de discuter avec beaucoup de publics d'origines très diverses, à la fois sur le plan des nationalités, des milieux sociaux. Et c'est vrai que ce qui revient en permanence, c'est cet écho chez les gens de ce rapport un peu miraculeux qu'il peut y avoir entre petits-enfants et grands-parents. Je ne dis pas que tous les grands-parents ont des rapports miraculeux avec leurs petits-enfants, que tous les petits-enfants ont des rapports miraculeux avec leurs grands-parents, mais c'est quelque chose d'assez universellement partagé, et je crois que c'est dû au fait que, quand bien même il y a, la plupart du temps, beaucoup d'amour entre parents et enfants, il y a une pression mutuelle dans le quotidien qui se déverrouille quelque peu quand il s'agit du rapport entre un petit garçon, une petite fille et son grand-père ou sa grand-mère ou sa grand-tante, parce que les tâches qui sont celles journalières, un peu astreignantes, d'aller se faire ses devoirs, la pression de la réussite des enfants, et inversement, ce que les enfants exigent de leurs parents, et la première chose qui est « je veux que tu me traites comme un grand », crée des sommes de perturbations qui existent beaucoup moins dans le rapport petits-enfants-grands-parents, où les rapports, au fond, sont beaucoup plus inventifs, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus fluides. Et j'ajouterais une dernière chose à ce sujet, c'est que on ne peut pas dire que le sujet en tant que tel, le thème du rapport petits-enfants-grands-parents, soit totalement absent de la littérature. La grand-mère chez Marcel Proust, par exemple, est un personnage essentiel. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de très exploré. Et donc, ce livre, je ne veux pas dire qu'il comble un manque, mais en tout cas, il répond, je crois, à une zone un tout petit peu plus aveugle, si je puis dire, dans le récit des liens familiaux. En tout cas, c'est le ressort de tout le roman. Car, je précise, il s'agit bien d'un roman et non pas d'un essai d'histoire de l'art, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Thomas Stesser est avant tout, au départ, historien de l'art, directeur de la fondation Artung Berman à Antibes, très belle fondation. Si vous passez par Antibes, ne restez pas en bas, c'est en haut, vous montez dans les hauteurs, c'est une magnifique fondation sur 2 très grands peintres qui ne sont pas connus autant qu'ils le devraient, mais qui sont quand même très connus et très cotés. Il est aussi professeur d'histoire de l'art à Polytechnique, et il a fait sa thèse sur Courbet. Courbet, qu'on va retrouver parmi les peintres et les tableaux dont il s'agit. Mais quand même, avant d'en parler, encore une chose, si ça vous gêne, vous me le dites. Hein. Vous n'êtes pas grand-père, il a 47 ans. Comment peut-on encore avoir 47 ans de nos jours? Je ne comprends même pas. Je pense que Trump va prendre un décret pour interdire qu'on ait 47 ans. Parce que c'est d'une insolence. Bon, bref. Il n'est pas grand-père, mais vous avez été petit-fils. Vous avez eu des rapports de ce type avec vos grands-parents? Je pense que Les yeux de Mona, en aucun cas, ne peut être considéré comme autobiographique. J'ai pas eu l'enfance de Mona, j'ai pas vécu les drames potentiels qu'elle a affrontés, et mes grands-parents, quand je dis mes grands-parents de manière générale, je comprends là toute la génération de mes grands-parents, aucun n'avait l'intelligence, la culture, l'aura de Henri. En revanche,
j'ai eu le grand bonheur d'avoir vraiment des moments de grâce avec certains d'entre eux, notamment une grand-mère qui m'a beaucoup élevé, plus que mes parents ne m'ont élevé, et qui... je suis le seul à avoir un son épouvantable ou... Non, dans la salle aussi. Alors attendez, je vous propose qu'on résolve ça parce que voilà. C'est mieux là tout à coup, un peu. Merci beaucoup. Et donc, oui, évidemment, mon rapport personnel à mes grands-parents a considérablement nourri le livre. Je préciserai une petite chose de surcroît, c'est que le grand-père dans Les yeux de Mona est surnommé Dadé, et Dadé, c'était le surnom que je donnais à mon propre grand-père, André Schlesser, qui était un personnage tout à fait étonnant, d'origine gitane. Schlesser est le nom de la famille adoptive de mon grand-père, je n'ai aucune origine alsacienne, et qui a fait une jolie carrière d'ailleurs dans le monde du cabaret, qui a notamment été l'amant de Barbara et le mari de Maria Casares, après sa relation avec Albert Camus. Donc voilà. Donc il y a évidemment des petits éléments comme ça qui viennent... Mais vous, votre père, qui est toujours de ce monde, oui. Est un écrivain, enfin ancien publicitaire, désormais écrivain, oui. Un écrivain de Paris, qui a écrit des dizaines de livres sur oui. Paris, des lieux méconnus. Exactement. Alors, vous avez, l'an dernier, écrit un livre à deux mains avec lui. C'est fou que il y a des journalistes qui bossent pas et puis il y a des auteurs réels qui eux travaillent beaucoup, je vois. Non, mais c'est beau. C'est absolument. En fait, quand j'ai une vingtaine d'années, au moment où la fin du franc va advenir, j'ai une idée que je donne à mon père. Je lui dis, écoute, on pourrait imaginer le trajet d'une pièce de 1 franc jusqu'à ce qu'elle devienne 1 euro, et on partirait de 1960 et puis on irait jusqu'à 2001. Et en plus, c'était c'était au moment du succès de 99 francs de Frédéric Becbédé. Et donc je lui dis, à ce moment-là, on va l'appeler 1 franc. Et mon père me dit, ouais, c'est une super idée. Et donc on avait écrit ce livre qui est pas un très bon livre, mais qui était une belle aventure à deux, et qui a été le premier moment d'un lien d'adulte entre mon père et moi. Et voilà, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour lui. C'est pas un type facile, c'est un type un peu lunaire, très monomaniaque, et je crois aujourd'hui devenu un grand historien de Paris, oui. Votre projet de livre est né d'un choc personnel. Alors, on peut en dire un mot. Ce choc, vous l'appelez ça de manière assez poétique, un enfant qui est non advenu. 2 fois. Oui, j'ai vécu comme tout le monde plein d'épreuves dans ma vie, certaines qui sont faciles à surmonter, d'autres qui sont plus difficiles. Et c'est vrai, en 2013, aventure personnelle très très douloureuse, l'impossibilité d'avoir un enfant dans des conditions en plus qui étaient extrêmement âpres. Et donc, ce que ça a provoqué chez moi, c'est un désir, je dirais, de résilience, de compensation, vous appelez ça comme vous voulez, de guérison, en m'inventant une sorte de petite fille idéale. Et en fait, Mona, elle est née comme ça. C'est un peu la petite fille que je n'ai pas, que j'ai toujours pas. Je n'ai jamais à l'abri d'une surprise, mais je crois que je n'en ai pas. Et donc, Mona, c'est cette fille qui est à la fois très intelligente, modeste, mignonne, capable aussi de beaucoup d'autodérision. Évidemment, pour qu'après le roman fonctionne, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la fiction avec de la tension, il y avait ce principe, ce personnage de petite fille absolument délicieux est menacé par quelque chose d'absolument tragique, la perte de la vue. Voilà. Et cette idée-là, avec le grand-père qui l'emmène dans les musées, c'est vraiment venu comme un bloc d'inspiration. Je ne l'ai pas élaboré. Après, j'ai élaboré le livre, l'histoire, les différentes trames narratives, mais ça a vraiment surgi comme une évidence. Je peux pas dire que ça a été par palier. Et pour tout vous dire, Pierre, c'était quelque chose d'assez curieux pour moi, puisque, merci de l'avoir rappelé, je suis un historien de l'art académique, universitaire, qui fait des essais, et
Les yeux de Mona étaient un projet personnel fort, mais il n'y avait aucune attente. Je n'avais pas un éditeur qui me disait quand est-ce que tu rends ton manuscrit. Et par conséquent, le livre s'est étalé sur une très grande période de rédaction parce que j'en ai écrit d'autres en parallèle que j'ai publiés avant Mona, alors que j'avais commencé Mona avant. Oui, qui n'étaient pas des fictions. Et qui ne sont pas de la fiction. C'est la différence. Mais pourquoi avez-vous choisi que votre personnage principal, à part Mona, soit le grand-père et non pas un père et sa fille? Il y a une raison, je dirais, une raison assez terre-à-terre, c'est que pour être crédible, il fallait que ce soit quelqu'un qui ait un petit peu plus de temps que un père. Mais il y avait aussi des raisons plus littéraires. Donc l'une d'elles, c'était de bien insister sur la particularité de la relation entre grands-parents et petits-enfants avec toute cette inventivité, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en avait une un tout petit peu plus profonde, et je suis content de pouvoir en dire un mot parce que je suis jamais interrogé là-dessus. C'est qu'il y a dans les yeux de Mona également une petite allusion sociologique à ce qu'est le déclassement. Henri est en fait un personnage issu des 30 Glorieuses qui fait une très belle carrière, une carrière de reporter et qui devient un érudit avec un bel appartement dans le 11e. Sa fille est légèrement déclassée par rapport à lui. C'est quelqu'un qui travaille comme intérimaire et qui épouse un brocanteur qui a des problèmes d'argent. Et pour moi, c'était important de raconter ça parce que ma génération, les parents de Mona, c'est ma génération, elle a légèrement souffert de cette sensation, réelle ou non, de déclassement par rapport à la génération du dessus. Et donc ça, j'avais envie d'en faire une trame. C'est pas une trame essentielle du livre, mais c'en est une. On est très bien reçu au musée Fetch. Parler de votre livre, pour une fois, non pas dans une librairie, dans un centre culturel, non, dans un musée. Et donc, on est dans le motif, Nicolas. Juste, je voulais intervenir parce que... Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Voilà, hein. Pardon, oui. Mais j'écoute. En plus, j'apprends plein de choses. Il faut que je vienne plus souvent en Corse. Non, j'interviens parce que je vous donne simplement alors, Thomas est très pudique et puis c'est quelque chose de très fort, évidemment. C'est difficile de raconter comment Mona incarne aussi quelque chose qui lui est arrivé. Mais moi, quand je vous raconte juste cette anecdote, quand j'ai lu... ce manuscrit, c'était un samedi après-midi, j'avais enfin un moment tranquille, j'ai la chance d'avoir des filles, mais elles n'étaient pas là, donc j'avais un peu de temps. Et je commence ce manuscrit que j'avais déjà depuis 15 jours et qui était dans ma tête, et je m'installe dans le canapé et je lis cette histoire, et franchement, dès les 10 premières pages, je me dis, mais c'est l'idée de génie, c'est l'idée du siècle, quoi. Le rapport avec le grand-père, le rapport à l'art, et donc je continue parce qu'une fois qu'on a donné ce pitch, cette idée du livre, l'écueil de ce genre de livre, c'est de dire des grands poncifs sur l'art et des choses qu'on connaît très bien. Alors moi, je viens de l'édition de Beaux Livres et de l'édition d'art, donc j'étais assez méfiant par rapport à ça. Et plus j'avançais, plus je découvrais des choses sur l'art que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un vrai avis, des vraies sensations. Donc en gros, j'ai été extrêmement emballé. J'ai pris mon téléphone tout de suite. Thomas pourra vous le confirmer. Je lui ai dit, on se voit lundi et on signe le contrat. Et donc on s'est vu lundi. Je le connaissais pas. Hein, j'étais un gros risque. Et je vois Thomas, d'abord, je comprends que ça va être le début d'une grande aventure. Je suis très touché par lui. Je le trouve en plus brillant et éloquent. Mais je sens que quand je lui confirme qu'on va signer, je le sens extrêmement ému. Et là, je comprends qu'en fait, Mona, il a commencé à écrire ce manuscrit il y a 10 ans. Mona, dans le livre, elle a 10 ans. Et donc, il y a une espèce de croisement de la réalité, d'une espèce de thérapie un petit peu personnelle, où je le sens au bord des larmes, et moi-même j'étais extrêmement emballé par. Donc ça a été un moment très fort où finalement tout d'un coup il y a des planètes qui s'alignent. On n'était pas fait pour se rencontrer. J'ai eu ce manuscrit par des biais alambiqués, et donc ça a été assez merveilleux pour moi. Donc j'ai compris que c'était pas seulement un grand livre, mais en plus quelque chose de très fort. Donc voilà, c'était une manière. C'est un éditeur gentil, hein, il y en a. On a bien compris que ce livre va devenir un classique. Il y aura maintenant deux classiques, L'art d'être grand-père de Victor Hugo et Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Il faudrait vendre les deux en même temps. Trois avec Comment écrire. Oui, bon. Alors, juste un point technique. Techniquement, j'allais dire ophtalmiquement, de quoi souffre-t-elle exactement? D'un problème psychosomatique. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais ce sont des choses qui existent.
vous avez des individus, c'est plutôt à l'adolescence qu'à l'enfance, mais vous avez des individus qui ont des chocs traumatiques enfouis qui sont tellement forts que des sens en sont complètement perturbés. Et ça peut être la vue, ça peut être perdre l'ouïe, perdre le goût, perdre l'odorat, perdre la vue. Et évidemment, c'est ce qui sous-tend le livre. Alors, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe à la dernière page, mais on comprend petit à petit que c'est ça dont elle souffre. Le nom médical, c'est quoi? Alors, dans l'ouvrage, j'en donne quelques-uns comme ça, mais sur le plan purement technique, je pense que ce serait un choc psychosomatique. Alors, ça se traduit en l'espèce pour Mona par le fait que un jour, brusquement, c'est le noir, total, elle n'y voit plus du tout, mais quand la lumière revient, c'est avec une acuité d'un tireur d'élite. C'est ça. En fait, là-dessus, bien sûr, ce sont des ressorts romanesques pour rendre la tension encore plus vive. J'en ai fait un personnage qui tout à la fois avait ce qu'on appelle l'œil absolu, c'est-à-dire une vision 18/10, 20/10, et qui en même temps est menacé de cécité. Ça, je dirais, c'est une ficelle de romancier, voilà. Alors, il y a un livre auquel votre livre a été tout de suite un roman accolé, parce que vous savez, les critiques littéraires sont assez paresseux, et il faut absolument que ça ressemble à quelque chose de déjà connu. Et donc, c'était tout de suite, on l'a vu apparaître partout, oui, c'est un peu pour l'art, ce que Jostein Gaarder, auteur norvégien ou danois, norvégien, a écrit il y a 25 ans, Le monde de Sophie. Or, la différence, quand même, c'est qu'il a écrit un livre presque d'initiation à la philosophie pour des jeunes, mais vous, ce n'est pas un livre d'initiation à l'histoire de l'art, mais à la vie. Absolument. C'est la très grande différence avec le livre de Jostein Gaarder. Et par ailleurs, pour la petite anecdote, la Stampa a organisé une rencontre entre lui et moi il y a quelques mois. Et donc je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que Mona soit la petite sœur de Sophie? Et alors il était enchanté parce que il a eu un succès absolument colossal, plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En revanche, il a toujours, je pense, un peu souffert allez, on va dire d'une sorte de condescendance qu'il pouvait y avoir à l'endroit de son livre, en particulier parce que, de même que je suis professeur d'histoire de l'art à l'université, il est professeur de philosophie à l'université. Je dois dire d'ailleurs à ce sujet que dans mon champ social, comme on dit, les gens ont été plutôt bienveillants. Mais bien sûr, ce rapprochement a été fréquemment fait. Et merci de le rappeler encore, Pierre, le livre est en effet bel et bien un roman, et un roman qui est un roman d'apprentissage, un roman d'initiation existentielle. Oui, mais un roman, on apprend beaucoup de choses. Oui. Même quand on est adulte, même qu'on s'intéresse à la peinture depuis longtemps. Vous avez donc choisi 3 musées, mais 3 musées, ça aurait pu être le musée Fetch, ça aurait pu être... Il y a des musées formidables dans toute la France, partout. Mais ceux-là sont emblématiques. C'est vrai qu'il y a une richesse à Paris qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. Mais vous avez choisi 52 œuvres. Quel a été le critère? Le critère, c'était d'arriver à être cohérent avec le personnage du grand-père. Parce que c'est Henri qui emmène Mona voir ses œuvres. Or, ce grand-père, il est à la fois complètement pétri de culture classique, et en même temps, c'est quelqu'un qui est toujours capable de faire un petit pas de côté de temps à autre. C'est quelqu'un qui est toujours avec le radar de la curiosité qui fonctionne à plein régime. Et donc, parfois, il se tourne vers ce qui est particulièrement attendu dans un musée, tel artiste ou telle œuvre, mais parfois, il est capable d'aller chercher un nom qui est bien moins iconique, ou encore d'aller chercher une œuvre chez un artiste iconique qui est bien moins attendue. Je vous donne un exemple. Mondrian
le grand artiste abstrait est présent dans le livre, mais de Mondrian, on se figure tout de suite les tableaux non figuratifs avec ces systèmes de grilles et de couleurs pures, évoquant les rythmes musicaux en particulier. Eh bien, ce n'est pas un tableau de ce type que va montrer Henri à Mona, c'est un paysage plutôt expressionniste avec des meules de foin, le petit pas de côté. Alors, il y a 52 tableaux, je le répète, juste une aparté avec l'éditeur. Il est là, on va en profiter. Hein. C'est rare qu'il y ait un éditeur à côté de son auteur. Il n'était pas question de mettre les 52 tableaux en couverture. Donc, il y en a un, c'est lequel ? C'est le Vermeer qui est très connu, qui est la jeune fille à la perle. Voilà, c'est pour les, enfin, un détail, un gros plan. C'est une bonne question parce qu'au début, évidemment, les yeux de Mona, moi, il y a un tableau que j'aime beaucoup, c'est ce tableau, la jeune fille à la perle. Et il y avait un petit risque que le problème, c'est que la jeune fille à la perle, elle a une bouche extrêmement pulpeuse, un peu sexy, qui était un peu trop sexy pour Mona. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décadré. Et si on enlève la bouche, c'est une petite fille de 10 ans. Donc là, ça fonctionnait très bien. Et il y a ce regard absolument extraordinaire. C'est un tableau qui est aussi connu que la Joconde. Et même recadré comme ça, il y a une force vraiment... c'est un tableau qui a une puissance fabuleuse. Et d'ailleurs, alors, petite remarque d'éditeur, quand on a la chance de vendre des droits à des éditeurs étrangers, l'éditeur traduit le livre, l'auteur peut valider sa traduction, mais il y a une grande liberté pour le choix de la couverture, parce que chaque éditeur, on sait que dans chaque pays a ses propres codes, et chaque éditeur sent ses lecteurs comme il le veut, donc il y a une liberté totale pour l'éditeur de choisir sa couverture. Et Mona, bizarrement, et moi j'adore les moments où on reçoit les livres d'édition étrangère, parce que ça a généralement absolument rien à voir, donc c'est même assez drôle, donc j'adore les mettre côte à côte, et là Mona, à 95%, c'est exactement ce tableau, avec des toutes petites variantes. Mais donc oui, mais alors, votre couverture n'est pas qu'une couverture, c'est ça l'originalité, c'est que, en fait, voilà, il y a les 52. Ouais, alors il y a les 52 tableaux, parce que l'idée c'est que, moi je viens de l'édition d'art, et dans le livre d'art, on essaie de faire des jolis objets, et il y a quelque chose que j'aime bien faire en édition d'art, c'est les jaquettes américaines, c'est des jaquettes avec des rabats et des doubles rabats, voire des triples rabats. Simplement, ça, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais un, ça coûte très cher, et deux, ça pose des gros problèmes techniques. Et sur des chaînes d'impression du livre, ce qu'on appelle livre noir, c'est-à-dire des livres de texte, on ne pouvait pas industrialiser ce type de jaquette. Donc il y a une grosse étude parallèle. En fait, ça, c'est une idée que j'ai eue tout de suite et que j'ai proposée à Thomas. Parce qu'au début, ça devait être, un livre d'art, un livre illustré. Donc pour moi, c'était d'abord un roman, donc on l'a transformé en roman, mais je dis, mais ne t'inquiète pas, les tableaux, ils vont être présents sous cette forme-là. Donc, il y a eu un gros travail avec notre service de fabrication pour trouver la manière d'industrialiser cette jaquette. Et notamment, alors c'est un peu technique, mais les plieuses de jaquettes, elles sont réglées au micron de millimètres. Et notre histoire de 3 rabats, c'était un tout petit peu trop épais. Donc, ce qu'on a trouvé comme idée, c'est de changer de vernis de protection, de supprimer un vernis à l'intérieur, et on est arrivé à la limite du micron, et tout d'un coup ça a fonctionné, et ça a permis de rendre possible le succès du livre, parce que faire une jaquette américaine c'est facile quand vous avez 3 mois, mais s'il faut répondre à aujourd'hui, les demandes sont très rapides, le cycle de vie des livres est très rapide, et donc on a réussi à faire cette prouesse technique, donc c'est pour ça que ça n'avait jamais été fait en littérature, et que ça a été un petit plus pour tout le monde. Très bonne idée, la jaquette qui se déplie. Alors, et puis c'est comme une carte mentale. J'aimais bien cette idée qu'on rentre dans la tête de Mona à la fin du livre. On a tous ces tableaux qui font partie de sa vie. Bien sûr, il faut parler du dispositif par lequel le grand-père emmène sa petite fille dans les musées. Parce que aller au musée ou dans une exposition, disons, ça ne se fait pas comme ça. Juste une parenthèse, j'y vais depuis toujours dans les musées et les expositions, pour les livres que j'ai faits, etc. Cartier-Bresson, le grand photographe, que j'ai beaucoup fréquenté à la fin de sa vie, on a été ensemble dans des musées, voir des expos. Comme vous le savez, il a commencé par être dessinateur et peintre. Mais a appris 2 choses. La première, quand on entre dans une salle d'exposition, ne pas se précipiter sur le cartouche pour chercher à identifier le tableau. Et la deuxième chose, quand on est face au tableau,
faire un pas de côté. Il disait toujours, Cartier-Bresson, on voit beaucoup mieux la réalité de biais que de face. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça absolument génial. C'est très juste. Ça renvoie à quelque chose qui compte beaucoup pour vous et pour moi. Pierre, vous avez énormément travaillé sur des galeristes très importants, comme Paul Durand-Ruel ou Kahnweiler. Vous avez fait des biographies admirables sur ce sujet. Ce qui nous amène à penser, à mon avis, un point essentiel. L'histoire de l'art, c'est à la fois l'histoire des objets produits par des artistes et des artistes eux-mêmes, mais c'est aussi l'histoire du regard qui est posé sur eux. Il n'y a pas d'histoire de l'art sans la qualité du regard qui vient révéler les œuvres. Et donc, si les impressionnistes sont les impressionnistes, eh bien, grâce soit rendue à Durand-Ruel qui a permis leur épanouissement en ayant, je dirais, quasiment un regard amoureux à leur endroit dès les années 1860 ou 1870, et puis après, qui les a accompagnés dans leur succès un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle. Et donc, il faut apprendre à regarder. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas donné, ce n'est pas immédiat. Si vous voulez, la musique, pas toute la musique, mais la musique peut avoir une immédiateté qui est très 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 vite satisfaisante. Alors évidemment, je sais très bien que si on doit écouter de la musique atonale ou du Xenakis, on claque pas dans les doigts. Là aussi, ça s'apprend. Mais des très grands compositeurs comme, je sais pas, Beethoven, Leonard Cohen, les Beatles, Stravinsky, il y a quand même une immédiateté qui est tout de suite très saisissante. Le problème avec la peinture, c'est que on a tout à la fois la sensation de cette immédiateté, mais il y a quand même un petit peu de frustration. Parce que le sens se dérobe. Et par conséquent, c'est comme s'il y avait un appel, mais un appel qui n'était pas immédiatement comblé et qui demande un petit effort. Et c'est cet effort-là que Henri va apprendre à Mona. Ça ne veut pas dire que quand elle n'est pas capable de faire cet effort, ou quand cet effort ne va pas jusqu'au bout, il soit furieux, il lui dise bah écoute, c'est raté et c'est décevant. Pas du tout. Parce que le fait même de ne pas arriver à aller jusqu'au bout d'une attention à une œuvre, ou de ne pas aller jusqu'au bout du plaisir, fait sens. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous montrez des tableaux de l'immense peintre de la Renaissance qu'est Raphaël aujourd'hui, très souvent, ce que vont vous dire des gens qui ne connaissent pas Raphaël, c'est que c'est un peu ennuyeux. Et cette simple remarque qui est dépréciative est en fait une clé d'entrée extraordinaire pour comprendre ce que sont les évolutions du goût. Raphaël est ennuyeux parce que Raphaël est le peintre de l'harmonie absolue. Et que l'harmonie, dans l'époque que nous vivons, est généralement considérée avec un peu d'agacement parce que ça ne répond pas à des critères d'appréciation qui sont des critères d'appréciation contemporains. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le dispositif que vous créerez pour voir des œuvres, dites-vous toujours que chacune des sensations et chacune des réflexions que ce dispositif suscitera en vous, eh bien, c'est bon à prendre. Voilà. Alors, parmi les rituels qu'il a installés, il y a notamment un rituel important, c'est le temps qu'on passe devant un tableau. Je crois qu'il y a une étude, c'est une étude américaine qui dit que, en moyenne, le spectateur de musée ou d'exposition passe 28 secondes devant un tableau. Lui, il lui impose, entre guillemets, de passer entre 10 et 15 minutes devant chaque tableau. Ça correspond à quoi? Ça correspond à cette différence très simple entre l'explication et l'implication. En fait, ce que dit Henri, il ne lui formule pas comme ça, mais ce que dit Henri à Mona, c'est
implique-toi avant que je ne t'explique. Et donc 10-15 minutes, c'est vraiment le seuil au-delà duquel ça devient quasiment insupportable. Je dis pas pour un regard éduqué ou un regard tout à coup qui est l'objet d'un syndrome de Stendhal et qui tombe en extase. Enfin, pour vous et moi, en tout cas je parle pour moi, si on me demande de passer plus de 15 minutes devant une œuvre, vraiment, ça devient même très désagréable. Et donc, en fait, d'une certaine manière, eh bien, Henri l'initie à des temps de regard qui sont au-delà de ce qui est naturellement acceptable et auxquels, comme n'importe qui, elle finit par s'y faire. Elle finit par vraiment voyager. Et évidemment, comme c'est un roman, son initiation est très rapide, c'est-à-dire qu'au bout de la 10e, 15e œuvre, elle est déjà capable de passer 25 minutes devant une œuvre, et que sans doute il faudrait plus de temps de ça, et que c'est quasiment un apprentissage méditatif. Mais j'y crois. Je crois vraiment que au fur et à mesure qu'on aiguise son regard, il devient possible de prendre du plaisir et surtout de trouver du sens. Excusez-moi, c'est très important ce que je dis là. Prendre du plaisir, c'est une chose, mais c'est aussi trouver du sens. Et d'ailleurs, le plaisir est d'autant plus fort et d'autant plus profond qu'on trouve du sens devant un tableau, une sculpture. Et voilà, petite anecdote à ce sujet. Elle est très rapidement, il y a une très rapide allusion dans le chapitre sur Malevich. J'avais un ami qui s'était pointé dans un musée américain et qui avait commencé à regarder une œuvre de l'artiste abstrait américain Barnett Newman, et il commence à la regarder pendant 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, et le gardien lui a dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça lui semblait tellement aberrant. Il dit mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est ce qui a inspiré le petit épisode rapide où un gardien dit à Mona et à son grand-père, vous préparez un mauvais coup là, c'est pas possible de regarder la croix noire sur fond blanc de Malevich aussi longtemps. Alors il y a les tableaux qui y sont et puis ceux qui n'y sont pas. Chacun a son propre catalogue. Alors évidemment, si on pense y retrouver un peintre ami, il n'y a pas Nicolas de Staël, pourquoi ? C'est vrai, il n'y a pas Nicolas de Staël alors qu'il y a... Oui, et puis en plus, Nicolas de Staël, il y a des œuvres de Nicolas de Staël merveilleuses au Musée national d'art moderne. Nicolas de Staël, vous savez, est un artiste d'origine russe et dont le temps très fort de la carrière va s'opérer après la Deuxième Guerre mondiale. Et Nicolas de Staël va finir par se suicider en mars 1955. Il va se jeter du toit d'une maison à Antibes, sans doute par dépit amoureux. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il aura la particularité d'être très proche du poète René Char, qui va beaucoup le défendre. Et il y a une correspondance magnifique entre les deux hommes. Pardon, vous avez dit il s'est jeté du toit d'une maison à Antibes. Non, de sa maison, de son atelier. Exactement. Oui, le suicide, oui. Les conditions, les circonstances d'un suicide sont toujours très éloquentes. Absolument. Se jeter de son lieu de travail et de création. Exactement. C'est une manière de dire, je ne peux pas aller plus loin. Absolument, avec la Méditerranée en face en plus, les chaînes de montagne, enfin, c'est vrai, le contexte, vous avez raison Pierre, le contexte de suicide est très 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 révélateur. Et pourquoi il n'y est pas ? Alors, pourquoi est-ce que Nicolas de Staël n'y est pas ? Parce que dans cette période-là, cette période où j'aurais pu le mettre, je voulais m'orienter plutôt vers la peinture américaine, et donc celui qui y est, c'est Pollock. Et l'autre raison, c'est que je voulais aussi qu'il y ait des artistes qui soient, ça va vous sembler bizarre ce que je vais dire, hein, mais qui soient moins séduisants que Nicolas de Staël. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je fais un long passage sur Niki de Saint-Phal, et pas sur les belles femmes colorées de Niki de Saint-Phal, sur sa mariée, qui est une mariée cauchemardesque. J'aurais tendance à dire que c'est lié au fait qu'on arrive dans la dernière phase du roman, et je voulais que les œuvres soient de plus en plus sombres, de plus en plus noires. C'est chronologique, hein ? Exactement. Je voulais qu'elles soient de plus en plus noires. On s'en rend pas nécessairement compte quand on lit, mais une fois que je dis la chose, en règle générale, ça frappe visuellement.
et même avec la jaquette qu'a fait Nicolas, on le voit bien, en fait, plus on avance dans le livre, plus ce sont des œuvres qui sont très sombres. Et donc, je m'étais posé la question pour Nicolas de Staël, parce qu'il y a une œuvre que j'aime beaucoup, qui est le concert de Sidney Bechet. Et finalement, je ne l'ai pas mise pour ces raisons-là. Ou le stade de football, enfin, il y en a énormément qui sont très colorés. Ce grand-père, Henri, est très érudit. Donc, lui, en face de chaque tableau, il connaît beaucoup de choses. Pas seulement sur le tableau, mais sur le peintre, ce qui est votre cas. Chaque fois qu'on vous parle d'une œuvre, j'ai remarqué que vous commencez à développer beaucoup d'éléments biographiques autour de l'auteur avant de revenir à l'œuvre. Il est un peu comme vous, c'est pas un hasard. Ce grand-père, elle a 10 ans, elle ne sait rien. Donc elle a le regard qui est totalement, alors on pourrait dire ingénu, naïf, mais pas bête. J'ajouterais une chose, et là aussi, Pierre, vous allez, je pense que ça va résonner en vous, puisque vous êtes peut-être aujourd'hui le plus grand biographe français vivant. Vos biographies sont des références absolues. Vous avez la passion de la biographie. Vous savez à quel point c'est extraordinaire de raconter des vies. Et les vies d'artistes, c'est quelque chose d'absolument saisissant. D'abord, c'est souvent divertissant, mais en plus, c'est porteur de beaucoup de leçons. Et gardez une chose en tête, faire de l'histoire de l'art, c'est aussi raconter l'histoire avec un grand H, et raconter des histoires. Et en particulier raconter, faire les récits des vies de ceux qui ont produit les objets artistiques. L'histoire de l'art, c'est différent d'une autre discipline qu'on appelle l'esthétique, qui consiste à porter un regard, je dirais, synchronique, hors du temps, sur des dispositifs qui sont simplement des dispositifs de forme. Et souvent, on confond les deux disciplines. L'histoire de l'art, c'est de l'histoire, c'est faire du récit. Et en plus, pour Henri, c'est un excellent moyen de varier les approches auprès de Mona. Il ne se contente pas d'être l'agent d'une description hallucinatoire de tableaux ou celui d'un traducteur de symboles. Non, de temps en temps, on revient dans la matière du temps, dans la matière chronologique, et c'est une autre clé d'entrée. J'ajouterai une dernière chose à ce sujet. Comme ce livre parle de cécité, au moment où je commence la rédaction, donc à l'été 2013, je me fixe comme une sorte de défi littéraire un peu fou. Comme je me donnais pas de limite de temps, c'était pourquoi pas, je me fixe cette ambition, cette exigence, que ce soit un livre qui parle d'art visuel et qui soit très 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 parlant pour les aveugles. Et donc il y a les fameuses ekphrasis qui sont les descriptions d'œuvres, ça c'est une chose, mais le fait de raconter des histoires, et notamment des histoires d'artistes autour de ces œuvres, c'est aussi une excellente manière d'intégrer des aveugles, des déficients visuels dans ce panorama de l'histoire de l'art. 52 artistes, 12 femmes, tous des blancs occidentaux. Vous allez vous faire engueuler, hein? Oui, c'est une remarque qu'on me fait très souvent, bien sûr, c'est vrai, c'est un livre qui, on peut le dire, j'ai aucun problème à l'assumer, est un livre occidentalo-centré. Bon, sur les femmes, c'est un petit peu, je pense que c'est un procès qui est quasiment impossible, d'ailleurs peu de gens me l'ont fait, parce que les proportions d'artistes femmes au Louvre ou à Orsay sont tellement minimes que je ne pouvais pas faire autrement. Et même si on regarde le livre de près, on s'aperçoit qu'il y a une progression de la place des femmes au fur et à mesure de l'ouvrage, et que ça répond tout simplement à une évolution historique d'égalité progressive, évidemment ô combien salutaire. Alors c'est vrai, l'œuvre est centrée sur l'Occident. C'est un choix. C'est un choix. Quand j'ai commencé le livre, je m'étais fait un choix beaucoup plus large. Et en fait, après réflexion, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait cette espèce d'unité pour que le livre, quand je dis le livre, c'est vraiment le roman, ne s'éparpille pas. Donc, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des reproches, qui n'en souffrent pas. Oui, mais alors, pareil de reproches, il n'y en a pas beaucoup sur votre livre.
la presse, les médias ont été dithyrambiques dans l'ensemble. Je crois avoir vu quelque part, mais je n'ai pas retrouvé la source, je ne sais pas si c'est Famille chrétienne, le magazine, qui vous reprochait d'avoir écrit un plaidoyer pour l'euthanasie. Ah, il y a pas que, je sais plus si c'est Famille chrétienne, mais il y a plusieurs, non, il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé. Alors, il est vrai que un des ressorts romanesques qu'on comprend au fur et à mesure tourne autour du droit à mourir dans la dignité, comme dirait notre ami, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, peu importe, de l'Académie française. Et c'est un ressort romanesque, il y a un ressort romanesque autour de l'euthanasie. Mais c'est très curieux. Moi, alors je le dis très franchement, je n'ai pas d'avis sur cette question. J'ai plein d'avis politiques, plein d'avis sociaux et sociétaux. Sur cette question, j'écoute les débats avec beaucoup d'intérêt, j'écoute ce que dit Michel Houellebecq, j'écoute ce que disent les mouvances progressistes avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'humilité, mais je n'ai pas d'avis. C'est juste que dans le roman, je parle de la chose et ça donne et je parle de quelqu'un qui militait pour cette cause, mais c'est un personnage de fiction. Et par moments, je suis quand même assez effaré par les confusions de plus en plus affolante qu'il peut y avoir entre la moindre chose qu'on écrit et qui devrait converger avec ce que l'on penserait dans l'absolu en tant que personne. C'est pas le cas. Mais quand même, puisque vous avez soulevé la question, Pierre, il y a une chose très importante à mes yeux. Les débats actuels autour de la fin de vie permettent, à mon sens, de soulever encore une question fondamentale, qui est la question de la douleur. La question de la mort, pour moi, c'est tellement métaphysique que j'arrive pas à me prononcer. En revanche, je sais une chose, c'est que soulever la question de la douleur, ça, c'est très très important. La douleur ou la souffrance? On sent l'écrivain très pointu. Je dirais plutôt la souffrance que la douleur, en effet. Et vous savez, quand il y a eu les premières luttes menées d'ailleurs par la Fondation de France pour faire accepter les soins palliatifs, beaucoup de médecins disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous, on est là pour guérir, on n'est pas là pour… » Donc, je crois qu'il y a encore un grand travail de prise de conscience, de lutte contre ce scandale de la condition humaine qu'est la souffrance. Alors, on constate tous, Nicolas aussi, puisqu'il fait des livres, souvent, pas toujours, mais qui accompagnent des grandes expositions, ça arrive aussi, que énormément de gens vont dans les grandes expos et puis dans les musées. Est-ce qu'ils savent pourquoi? La réponse qui est… D'abord, c'est une très bonne question et c'est une question, je pense, qu'on peut tous se poser. Là, au moment où Pierre me la pose, demandez-vous pour vous-même, qu'est-ce que je vais chercher quand je vais dans une exposition? Mais bien sûr, vas-y Nicolas. Très bonne question de Pierre, parce que quand pardon de te couper, mais quand j'ai lu le manuscrit, je me suis exactement dit ça, j'ai dit ce livre explique pourquoi. Pourquoi on se sent bien quand on écoute une jolie musique qui nous touche, pourquoi on est heureux quand on a vu une pièce qui nous a plu. C'est ça, en fait, ce livre décrypte pourquoi, en fait, l'art, c'est la vie et l'art, ça nous fait du bien. Et c'est rare d'avoir ces réponses-là. Tu vois, tout d'un coup, tu te rends compte que oui, c'est important. Et on a envie de le transmettre, de l'apprendre. Alors quelquefois on est déçu, quelquefois on trouve ça chiant, quelquefois tu vois, mais ce moment de grâce où t'écoutes, où tu vois quelque chose qui te touche, je sais pas pourquoi au départ et que t'essayes de décrypter, je trouve que ça, j'ai trouvé, c'était la grande originalité de ton livre, vraiment. Et ce que tu viens de dire, merci pour cette remarque. Et ce que tu viens de dire, j'aurais pu vous l'apporter étape par étape, mais je vais à l'essentiel. Je crois que fondamentalement, si les gens vont au musée, ce n'est pas pour la raison qu'ils croient. Ils pensent qu'ils y vont pour aller chercher de la beauté. C'est pas tout à fait ça. Ils y vont pour chercher du sens. Et en réalité, les œuvres d'art plastiques, sont souvent des concentrés de sens, très compacts, qui nous appartient de déplier. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un artiste qui s'appelle Robert Filliou. La phrase n'est pas dans le livre. Robert Filliou disait «
L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et quand vous allez au musée, quand vous allez dans une exposition, sans forcément en avoir conscience, vous y allez pour fortifier votre capacité de vivre, et non pas simplement pour trouver un supplément d'âme avec une recherche de beauté. Ou plus exactement, vous pouvez renouveler votre définition de la beauté en vous disant qu'elle correspond à cette quête de sens. Vous savez, fondamentalement, quand je me pose la question « qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre » ou « qu'est-ce qu'une bonne œuvre ?» je dirais que c'est quand dans on va dire un dispositif formel, il y a quelque chose qui pense, ça pense. Mais ça pense pas avec des mots, ça pense. Ça, c'est absolument étonnant. Et c'est ce qui vous explique que vous n'avez pas forcément besoin d'un tableau du XVIIe siècle. Vous pouvez aussi avoir une œuvre minimaliste ou une installation de Louise Bourgeois. Toutes les formes sont susceptibles de soulever de la pensée. Une fois que vous avez ça en tête, vous comprenez pourquoi quand, par exemple, Marcel Duchamp fait cette œuvre très provocatrice qui consiste simplement à montrer un bidet retourné, son fameux Fontaine en 1917, mais c'est fondamental parce que derrière tout ça, ça pense. Thomas Schlesser, vous posez la question fondamentale, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Permettez-moi d'y répondre de manière moins philosophique. Un chef-d'œuvre, c'est ce qui vous explique ce qui vous arrive mieux que vous ne sauriez le faire. Ça vous va? Génial. Non, c'est pas génial, c'est pas de moi. C'est pas de moi. J'ai expliqué ça à quelqu'un. Je peux ajouter un truc là-dessus, Pierre, qui est assez amusant sur la notion de chef-d'œuvre. C'est que historiquement, la notion de chef-d'œuvre, elle a un sens. Vous savez, au Moyen-Âge, le chef-d'œuvre, c'est l'œuvre par laquelle on passe du statut d'apprenti au statut de compagnon, de maître, finalement de maître, ce qui permet d'avoir la maîtrise. Par conséquent, le chef-d'œuvre est ce qu'on pourrait appeler une œuvre probatoire. C'est celle par lesquelles on donne la preuve qu'on peut faire des œuvres. Moralité, le chef-d'œuvre est normalement une œuvre du début de carrière et une œuvre par laquelle on passe à un autre statut. Donc c'est une œuvre plutôt contingente. Et aujourd'hui, quand on pense à ce qu'est un chef-d'œuvre, on a plutôt en tête un objet atemporel, un objet universel. Et donc le chef-d'œuvre a fini par devenir l'opposé de ce qu'il était historiquement. C'est le chef-d'œuvre vu par l'artiste, pour l'artiste. Moi, je pensais au chef-d'œuvre vu pour le spectateur. Absolument. Mais en lisant, et encore une fois, la lecture de ce livre est tellement agréable qu'on se laisse emporter, tellement c'est fluide. Je me disais, ce grand-père, il emmène sa petite fille pour voir la beauté du monde en regardant un paysage de coraux. Mais pourquoi il l'emmène pas plutôt voir le paysage? Ça, c'est Cézanne qui a la réponse. Cézanne dit, il faut aller à la nature par le Louvre et revenir au Louvre par la nature. En fait, c'est un mouvement de balancier, c'est un mouvement de va-et-vient. Il ne s'agit pas de dire que le paysage corse est plus beau que le paysage représenté par un artiste, ou que le paysage représenté par cet artiste est plus beau que le paysage corse. Il s'agit de comprendre qu'en fait, les deux vont venir s'intensifier mutuellement, et que nous verrons d'autant mieux non seulement la beauté d'un paysage corse, mais également tout le potentiel expressif d'une petite faille dans un mur, ou simplement d'une pomme qui pourrit sur une table, ou d'un visage disgracieux, nous verrons tout ça d'autant mieux que nous avons été capables de comprendre, de saisir le regard qui a été porté par ces choses par des artistes. Et inversement, nous comprendrons d'autant mieux ces artistes que nous sommes attentifs à tout ce que le monde a à nous offrir. Vos étudiants de Polytechnique ont bien de la chance. Parce que c'est pas ce qu'ils disent, si vous leur parlez comme ça à chaque fois, ils doivent être captivés. Alors, bon, entre autres choses, de temps en temps, il y a un mot, une phrase, je me dis, tiens, j'ai lu ça quelque part. C'est pas un reproche. Tous les écrivains, tous les romanciers piquent partout. Bon, ils volent, sans Ésope, La Fontaine n'existe pas. Tout le monde le sait. Et donc vous avez pris comme ça, je fais pire que vous, mais je ne le dirai pas,
Alors, par exemple, là, il y a un peu de Enfance de Nathalie Sarraute, et puis il y a une phrase ou deux de... Vous pouvez nous dire, plutôt que de nous envoyer chercher... Allez, je vais vous raconter une petite blague, et ça, mon éditeur ne le sait pas encore, il va l'apprendre en même temps que vous. Donc, pour Sarraute, il y a en effet, en France, vous avez raison, Pierre, et en particulier quand le narrateur dit c'était en dehors des mots, c'est une expression qui est directement issue de Nathalie Sarraute. Mais je vais vous raconter une anecdote. C'était en dehors des mots. Oui. Je vais le piquer aussi. Je vais le prendre parce que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un moment donné où Proust parle du doigt levé de l'aube. Et en fait, il en parle d'une manière qui est très spécifique et on comprend ce qu'il veut dire, c'est assez alambiqué. C'est en fait, il imagine un doigt qui formerait la ligne de l'aube, d'accord ? Mais j'adorais cette expression, le doigt levé de l'aube. Non, c'est peut-être le doigt levé du jour, pardonnez-moi, doigt levé du jour. Et du coup, dans l'épilogue du livre, à un moment donné, je mets le doigt levé de l'après-midi. Le truc passe les fourches codines de la relecture d'Albin Michel, ça reste. Mais quand même, là, quelques traducteurs, et dans le livre de poche, ils me disent, excuse-moi Thomas, mais on comprend pas ce que ça me vient faire ici. Et du coup, je vous l'avoue, je l'ai supprimé pour la version beau livre et la version livre de poche, et je l'ai pas dit au patron, parce que je voulais pas qu'il me dise, dis donc, t'es gonflé, t'aurais quand même pu le virer dès le début. Parce qu'il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. En fait, j'ai transposé de manière un peu forte une expression de Proust. Mais vraiment, c'est idiot, hein. Et parce que j'avais envie qu'il y ait cette espèce de clin d'œil à un écrivain que j'admire. Mais il faut pas se justifier. Vous savez, j'ai une anecdote, mais il y a très longtemps, quand Françoise Sagan a publié Bonjour Tristesse, le livre a été vendu dans le monde entier, un immense best-seller. Et René Julliard, l'éditeur, a reçu un télégramme de l'éditeur danois disant « Cher ami, je suis désolé, mais Bonjour Tristesse, en danois, ça ne veut rien dire. » Et Julliard lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, en français non plus. » Donc, il ne faut pas justifier. Puisqu'on fait des confessions, je dois avouer que Thomas ne le sait pas, mais j'ai remis l'expression dans le beau livre, mais il va le découvrir. Parce que moi, je trouve ça très bien, le lever de l'après-midi, ça me paraît tout à fait naturel. Et parmi les emprunts, à propos des cathédrales de Monet, je crois qu'il dit à un moment, c'est un moment de l'humanité. C'est pas de Clémenceau, ça? Il est terrible. Absolument, c'est absolument une citation de Clémenceau. En fait, Clémenceau écrit, je crois, à Sadi Carnot, mais je suis plus tout à fait sûr. En tout cas, c'est en 1895, où ils iraient chercher le président qui correspond pendant la Troisième République. Et en effet, Clémenceau va, c'est chez Durand-Ruel ou chez, c'est chez Durand-Ruel l'exposition. Hein. Il va chez Durand-Ruel, il tombe sur les cathédrales de Monet et il s'adresse donc au président. Vous imaginez, Clémenceau à l'époque est journaliste. Et il dit au président, vous devez aller voir les cathédrales de Monet, c'est un moment de l'homme même ou de l'humanité même. Il est très fort. Bon, après, évidemment, il connaît par cœur cette période. Non, parce que Clémenceau, c'est un héros. Mais chapeau. Donc chapeau. Clémenceau, le meilleur ami de Claude Monet. Et vous connaissez l'anecdote, quand on lui a appris la mort de Monet, il a débarqué à Giverny. Vous connaissez, non? Allez-y. Et il arrive à Giverny parce que il est mort, quoi. Son meilleur ami est mort, et il voit qu'il y a une sorte de cercueil avec un grand voile noir. Et dès qu'il entre dans la pièce, il enlève le voile noir, il décroche le rideau, il met le rideau sur le cercueil et il dit « Pour Monet, pas de noir, de la couleur. » C'est beau. Mais c'est pas dans votre livre, hein. Dommage. C'est absolument génial. J'aurais pu lui voler ça aussi. Il y a un passage magnifique, puisqu'on parle de Clémenceau et Monet. Clémenceau a écrit un livre superbe sur Monet, et à un moment donné, avec la plume de Clémenceau, qui est une grande plume, Monet écrivait bien aussi, hein. Par exemple, il a une phrase géniale, Monet, sur ses cathédrales. Il dit juste « Tout bouge, quoique pierre ».
Je dirais pas quoique Pierre Assouline, hein. Tout bouge quoique Pierre, on dirait presque du Mallarmé. Et lisez, si vous en avez l'occasion, la retranscription que Clémenceau fait de ce que lui dit Monet au moment où il peint sa première femme qui est en train de mourir, qui est à l'agonie, tableau fabuleux qui est au musée d'Orsay, qui n'est pas dans le livre, et où il retranscrit les paroles de Monet, qui tout à la fois est bouleversé par la mort qui vient, et en même temps par la puissance visuelle de sa femme en train de trépasser. C'est extraordinaire. Et dans ce moment-là, on voit à quel point l'art a partie liée avec la transcendance. Qu'on soit croyant, pas croyant, c'est pas la question. Totalement. Totalement. D'ailleurs, il y a un chapitre dans Les yeux de Mona sur Kandinsky qui dit voix du spirituel en toute chose. Donc moi maintenant, je l'assume. J'ai un vrai côté, j'ai un vrai tropisme spirituel. Et bien évidemment que quand on est avec l'art, on est dans un espace qui est un espace transcendantal. C'est évident. Moi, je prends le pari que votre livre, à tous les deux, va changer le regard, pas seulement des Français, mais le regard de beaucoup de monde sur l'art. Tout simplement, le modifier, l'enrichir ou le transformer. Par exemple, entre autres choses, le détail. Alors, vous avez été l'élève heureux de Daniel Arras, immense historien de l'art, décédé prématurément. Il avait fait sa thèse lui-même sur le détail, et plusieurs livres, des émissions et tout ça. Mais le détail, attention, il peut être trompeur aussi. Il ne faut pas le surévaluer. Donc, qu'est-ce que vous dites exactement du détail? Enfin, qu'est-ce que le grand-père dit à sa petite-fille du détail? Daniel Arras était un homme exceptionnel. J'ai eu la chance d'assister à certains de ses séminaires à l'EHESS avant qu'il ne meure. Et il a écrit sur Anselm Kiefer d'ailleurs aussi, cher Pierre, me semble-t-il. Voilà, Anselm Kiefer qui est un artiste qu'on admire beaucoup, Pierre et moi. Et Nicolas aussi d'ailleurs. Le détail, naturellement, c'est à la fois le charme et le piège. C'est le piège parce que le risque du détail, c'est toujours la surinterprétation. On pense qu'avec la partie, on va pouvoir réviser ce que dit le tout. Et donc, c'est une des grandes leçons de Daniel Arras, méfions-nous de ce que nous projetons dans le détail. Et en même temps, c'est un charme, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et ça, vous savez, c'est comme dans La chambre claire de Roland Barthes, le moment où il parle du punctum, ce qui me point. Et ce qui me point, ça peut être un tout petit élément. Et donc, c'est comme si tout à coup, on entrait dans un monde et que celui-ci se développait au fur et à mesure. Si je pouvais vous prendre un exemple tiré de l'informatique, dans les années 80, quand on était au balbutiement de l'informatique, souvent on commençait par voir juste un pixel, quelques pixels, et puis ensuite le tableau apparaissait. Moi, quand j'étais gamin, je trouvais ça absolument extraordinaire. Juste le point qui apparaît sous les yeux, et puis, petit à petit, le détail qui s'inscrit dans une forme plus globale. Alors, il y a aussi autre chose, parmi les mille et une choses, parce qu'il y a des personnages secondaires, hein. Il y a le docteur Horst, c'est ça, oui, et il y a, et d'autres, mais il y a Cosmos. Cosmos. Un chou à la crème. Alors, Cosmos, c'est un chien, on lui a offert un chien pour ses 10 ans. Moi, je me souviens plus très bien, parce que je l'ai lu il y a 18 mois, votre livre, hein, et quand il est sorti, et je l'ai un peu repris, mais est-ce qu'elle fait un rapport avec le chien de Goya ou pas? Oui, ça pourrait tout à fait. Vous savez, le chien de Goya, c'est une œuvre qui fait partie de ses œuvres noires, et c'est une œuvre absolument incroyable, avec un cadrage... Une œuvre noire qui est toute jaune. Oui, sur fond jaune, absolument, avec un cadrage très particulier, où vous voyez simplement en bas de la composition juste la tête du chien qui apparaît. Et c'est donc et qui monte. Et qui monte. Et c'est donc une œuvre bouleversante parce qu'elle est à la fois un peu inquiétante et en même temps, je suis désolé de le dire comme ça, mais elle est très mignonne. Elle est assez fondante. Les chiens, mon cher Pierre,
sont plus qu'essentiels dans ma vie. Je suis un fou des chiens. Les chiens sont pour moi une manière de conforter mon rapport au monde, de toujours me reconnecter avec ma capacité d'empathie. Pourquoi ? Parce que ils sont beaux, ils sont fidèles, ils sont fragiles et ils n'ont pas la parole pour exprimer leur douleur, comme tous les animaux. Et évidemment, quel autre nom pour un chien que celui de cosmos ? Un chien, c'est toujours un monde, de même que Mona, l'origine de ce nom, c'est pas du tout Mona Lisa, c'est la monade. La monade, c'est-à-dire le petit univers en soi. T'aimes bien les animaux aussi, Nicolas ? Beaucoup les animaux, je voulais être vétérinaire, moi, quand j'étais petit, dans la Beauce. Vous savez, moi, le chien de Goya, chaque fois que je vais à Madrid, c'est assez souvent, c'est ma première visite. Je lui rends visite dans la salle des Goya. Et vous allez peut-être trouver la solution. Pour moi, ce tableau, qui est une merveille absolue, c'est une énigme. Parce qu'il monte, mais où va-t-il ? J'ai presque envie de dire une phrase, mais alors, je vais la dire, et vous la retrouverez un jour. Je vous dis pas quand, mais vous la retrouverez un jour. Ma sensation, et c'est exactement, j'espère la réponse à ta question, et vous en ferez ce que vous voulez, cher Pierre. Les chiens sauveront le monde. Ah, autre chose, tiens. Bon. Démerdez-vous. J'espère que vous avez encore 2 heures de libre là, parce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou... Non, on se retrouve dans 1 an et demi et je vous promets qu'on en reparle. Alors, en fait, si vous voulez en savoir plus de manière générale sur tout ce qu'il dit et qui est un peu elliptique, vous avez 2 solutions. Soit vous achetez son livre et vous le lisez, soit vous entrez à Polytechnique pour suivre ses cours. Voilà. Et alors, il y a aussi la musique. La musique. Alors, quel est le rôle de la musique ? Vous savez, le grand philosophe, critique, spécialiste d'esthétique du 19e siècle, Walter Pater, à qui on doit grandement la redécouverte de la Joconde d'ailleurs, disait la musique c'est l'art suprême parce que c'est celui dans lequel il y a une convergence immédiate entre le fond et la forme. On ne peut pas dissocier les deux, c'est comme si les deux se repliaient l'un sur l'autre. On peut en discuter, on peut évidemment... Mais c'est vrai qu'il y a dans la musique, ce que je disais tout à l'heure, une immédiateté et la sensation de tout de suite toucher à des sentiments extrêmement forts qui est bouleversante. Dans le roman, il est question parfois de musique très savante, mais aussi il est question tout simplement de variété. Pour expliquer Cézanne, eh bien, Henri et Mona vont passer par France Gall. Alors, je suis pas en train de dire que France Gall c'est aussi important que Scriabine ou que Schubert ou Steve Reich. C'est pas ça que je dis. En revanche, c'est aussi important dans nos vies. Comprenez la nuance. Dans l'absolu, historiquement, on peut pas dire que France Gall ait inventé des formes qui vont bouleverser l'histoire de la musique. Mais dans nos vies, Michel Berger, France Gall, tous les chanteurs que vous aimez, qui sont des chanteurs de variété, mais ils ont des impacts absolument essentiels. Les chanteurs. Ce sont des chanteurs, oui. Des grands interprètes. Non, parce qu'il y a des gens qui sont sourds à la musique. Vous avez raison. Vous avez raison. Chanson. Vous avez raison. C'est un peu différent. Et voilà. Et tout simplement, moi, je m'en écoute de temps en temps. Nicolas, peut-être continue sur France Gall pour comment il explique le grand-père. En fait, pour donner un exemple quand même sur une œuvre. Tu as tout à fait raison. En fait, ils sont devant Cézanne et en fait, immédiatement, ils pensent tous les deux à cette chanson de France Gall qui s'appelle Cézanne peint. Et Cézanne peint, à un moment donné, elle dit si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste, ce qui est assez, à mon avis, contestable, peu importe. Mais au fur et à mesure qu'ils entrent dans la vie de Cézanne, ils s'aperçoivent l'un et l'autre que ça correspond plutôt à une autre chanson. Parce que Cézanne avait fait preuve d'une
ténacité absolument extraordinaire dans sa carrière pour aller au bout de sa démarche. Vous savez, Cézanne n'avait pas été très soutenu par Paul Durand-Ruel. Il était vraiment seul. Et en plus, il y a cette ténacité à être toujours sur le même motif, en l'occurrence la Sainte Victoire. Et vous avez une chanson de France Gall, peut-être la plus connue, très années 80, qui s'appelle « Résiste ». Et donc Mona dit à son grand-père à un moment donné, mais en fait, non, elle dit pas non, elle dit, le message qu'il y a dans ce tableau de Cézanne, il vient de la chanson « Résiste », c'est « Va, bats-toi, signe et persiste ». Alors, c'est un livre aussi sur la transmission, de toute évidence, mais il ne suffit pas de savoir transmettre, il faut aussi apprendre à recevoir. Tout le monde ne sait pas recevoir, tout le monde ne sait pas transmettre non plus. Hein. Savoir recevoir, c'est la deuxième étape de la sociabilité ordinaire. Première étape, vous donnez, c'est un acte de générosité. Troisième étape, vous rendez. Mais pour que ça puisse fonctionner, vous avez l'étape intermédiaire qui est essentielle, vous devez savoir recevoir. Savoir recevoir, c'est aussi savoir apprendre, c'est apprendre à apprendre. Et apprendre à apprendre, c'est apprendre à être libre. Quand j'ai eu la grande chance de recevoir le prix de l'auteur de l'année que Pierre évoquait tout à l'heure, celui qui me l'a donné, c'est pas tant le jury, c'est Nicolas. Nicolas m'a appelé pour me le dire. Et c'était assez extraordinaire comme moment parce que Nicolas était nommé parmi les éditeurs de l'année. Et il avait un bonheur pour moi, d'une générosité sincère, alors que lui n'avait pas eu son prix, où là je me suis dit, attends là, il faut vraiment l'accueillir parce que je vais avoir beaucoup à lui rendre. Nicolas, vous confirmez ? Oui, non, j'étais très heureux et très content de ne pas l'avoir eu non plus parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans l'édition, donc ça m'allait très bien. C'était parfait. Non, en plus, il n'y croyait pas du tout, tu ne pensais pas l'avoir. Moi, j'étais sûr. Non, je ne pensais vraiment pas l'avoir. C'était bien mérité. Il y a aussi un aspect, j'allais dire triste, mélancolique dans votre livre, et c'est que c'est aussi un livre sur la perte, c'est-à-dire la perte de l'enfance, ça nous concerne tous, la perte de la vue, la perte de la mémoire, ça génère de la mélancolie. Et ça plane quand même au-dessus. Oui. Alors, je suis personnellement, en plus, vraiment là-dessus, j'ai pas de pudeur. Je suis un mélancolique. J'ai fait moi-même 2 dépressions. Je crois que maintenant, aujourd'hui, on est à un stade de la société, on peut se dire les choses sans tourner autour du pot, etc., etc. Donc, je sais ce que c'est que la mélancolie la plus noire. Je suis par ailleurs quelqu'un je crois que vous pouvez le confirmer, très gai, très heureux dans la vie, mais ça n'empêche pas. Absolument, on peut être très heureux, très épanoui, et être traversé par des crises mélancoliques extrêmement aiguës. Donc, je connais ça. Et donc, Mona passe de ses 10 à ses 11 ans, de l'école au collège, ce qui correspond en effet à ce moment de la perte de ce grand continent qu'est l'enfance. Et c'est un roman autour de la perte. Ça raconte aussi pourquoi perdre est nécessaire. S'il n'y avait pas de perte, il n'y aurait jamais de plaisir ou de satisfaction. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un poème absolument génial, pardonnez-moi, je ne le connais pas entièrement par cœur, de Guillaume Apollinaire, qui en fait explique que certes, on célèbre en permanence les grands explorateurs et les grands découvreurs de continents, mais qu'il faudrait célébrer aussi ceux qui oublient les continents. Il dit, quand est-ce qu'on va commencer à célébrer les oublieurs de continents? Et le poème se termine comme ça en revanche je le connais par cœur, ça finit par perdre, mais perdre vraiment pour laisser place à la trouvaille. Et alors, dans la perte, il y a aussi le handicap, ça va avec, parce que tout ça, ce sont des questions qui tournent autour de cette petite fille quand même qui est menacée. Enfin, on ne l'oublie pas au cours du livre. Et ça me rappelle que
Vous êtes le directeur de la fondation Hartung, Hans Hartung, qui était un immense artiste handicapé, qui avait une jambe de bois. Et c'est vrai que vous avez voulu exposer sa jambe de bois. Oui. Ou son fauteuil. Absolument. En fait, Pierre d'ailleurs avait fait un très beau texte dans un catalogue sur Hans Hartung au sujet de la Légion étrangère, dont Pierre est un grand familier. Il est même capable de chanter des chansons de la Légion, mais ce ne sera pas pour ce soir. Et dans la cave de l'atelier de Hartung, il y avait le fauteuil roulant d'une part et sa jambe de bois d'autre part. Et je les ai sortis de la cave et je les ai exposés, et en particulier à la jambe de bois, comme une sorte de relique. Et beaucoup de gens m'ont dit dans un premier temps, oh là là, mais c'est pas bien, c'est obscène, etc. Mais en fait, pour des gens qui souffrent de handicap, d'avoir tout à coup cette visibilisation, si vous voulez, de ce qu'est la trivialité matérielle du handicap, c'est quelque chose, je crois, de très précieux. Peut-être, Nicolas, tu peux dire un petit mot sur toutes les initiatives qui sont prises autour du handicap par le biais des yeux de Mona. Oui, en 2 mots, en fait, quand on a publié le livre, moi, mon rêve, c'était qu'on arrive à publier en même temps que l'édition classique, une édition pour les malvoyants et les aveugles. Moi, c'est un continent que j'ai découvert grâce à toi. Et alors, non seulement du braille, c'est compliqué de faire du braille, ça coûte très cher, ça coûte 2000 € de développer un livre en braille, donc il y a plein d'assos qui se battent pour avoir des budgets, etc. Donc nous, on a aidé à ce que le livre en braille sorte en même temps que les yeux de Mona. Ça, c'était une petite surprise pour Thomas. Et puis on s'est débrouillé pour qu'il y ait l'édition en grand caractère. Donc c'est pour les malvoyants. Je sais pas s'il y en a parmi nous, mais donc c'est des éditions, en fait, des livres avec des gros caractères qui permettent de lire. Et puis on a fait le livre audio en même temps. Donc on voulait qu'il y ait tout le panel en même temps, et on a réussi à sortir les 4 ouvrages. Et moi, je me souviens d'un moment assez extraordinaire. On a fait une conférence à l'Institut des jeunes aveugles. C'est le carrefour des aveugles à Paris, dans le 7e. Toutes les assos sont là. Ils sont tous regroupés ici. Et donc, on a fait une conférence pour les élèves aveugles. Donc ça, c'est un exercice très émouvant, et j'ai trouvé ça assez fou, où Thomas, on va dire qu'il est bon quand même, Thomas, à l'oral. Et là, il a fait une conférence sur l'art pour les aveugles. Il a parlé de la couleur, je me souviens, de certaines couleurs et de l'effet que ça pouvait faire à un public aveugle. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et les étudiants posaient des questions, donc ça a été un moment très fort. Donc moi, j'ai découvert tout ça, et depuis, j'essaie d'aider cette association qui s'appelle Valentin AI. Et ils ont fait le premier salon du livre pour les malvoyants et les aveugles, à côté de chez Albert Michel, dans la mairie du 14e. Et on a aidé à ce qu'existe une exposition Mona pour les aveugles. Donc on a autorisé à ce qu'ils utilisent des parties du livre, et ils ont créé 4 œuvres en 3D, tactiles. Donc l'aveugle ou le malvoyant arrive, découvre un Picasso, un Vermeer, donc c'est assez fou, hein, ça a été très bien développé. Et il y a une borne audio dans laquelle on a mis les extraits ou des ekphrasis, donc les extraits où Thomas décrit les œuvres. Donc la personne aveugle ou malvoyante entend la description de l'œuvre et la découvre en 3D avec les doigts. Et donc cette expo, on l'a remontée ce week-end, là c'est en ce moment, au Salon du Livre de Paris, où on a aidé à ce que l'association ait un stand, et elle a été remontée, c'est en ce moment au Salon du Livre, et il y a un atelier braille en plus, où les gens apprennent un peu l'alphabet et à faire du braille. Donc ouais, c'était une belle découverte de ce monde-là, voilà, moi qui m'a beaucoup touché en tout cas. Et pourquoi dites-vous quelque part que tout ça a partie liée avec la transgression, la visite au musée, dans les expositions, etc. En quoi c'est de la transgression? La transgression entre Mona et son grand-père, elle tient à une chose, c'est que si vous êtes attentif à l'histoire, Henri propose à Mona de mentir à ses parents. Et c'est lui qui met la charge sur Mona. Oui, il l'emmène chez le psychanalyste, soi-disant. C'est ça. Et au lieu de l'emmener chez le pédopsychiatre, il l'emmène donc au musée, mais ce qui lui fait faire est quand même pas tout à fait anodin. Il lui dit « Qu'est-ce que tu préfères ?» et c'est toi qui vas choisir. Et du coup, il y a là vraiment un pacte qui est tout sauf accessoire, où Mona décide qu'elle va mentir à ses parents pour suivre le protocole proposé par son grand-père. Et ce faisant, et ça je crois que c'est tout à fait capital, tout ce qui se passe entre elle et lui dans le cadre du musée est aussi amplifié
par le plaisir de cette école buissonnière. Vous savez, quand même, pour que les enfants, ils ont bien sûr généralement une fraîcheur et un enthousiasme pour tout et n'importe quoi, mais si en plus vous leur dites que c'est quand même un peu interdit et qu'ils le sentent, alors là, leur niveau d'implication et d'excitation va être d'autant plus fertile. Voilà. En tout cas, quand on lit votre livre, on est tous des monas, même si on sait beaucoup de choses déjà sur l'histoire de la peinture. Vous verrez que vous apprendrez énormément de choses, mais je pense que la révélation qui va tous les scotcher, c'est que la Joconde n'est pas une toile. Non, c'est un bois. Oui. Ah, ça, c'est vraiment l'une des fautes qu'on voit absolument tout le temps. C'est une peinture sur bois. C'est une peinture sur bois, bien sûr. L'invention de la toile, alors, du temps de Léonard de Vinci, donc début XVIe siècle, la toile existe déjà. Hein. Il y en a quelques-unes à Venise. Mais très majoritairement, les peintures sont encore sur bois. La peinture sur toile ne va se développer qu'au fur et à mesure du XVIe siècle. Vous avez d'abord l'invention de l'huile aux alentours de 1450, et puis ensuite l'invention de la toile qui va prendre vraiment son essor dans la deuxième partie du XVIe siècle. Donc quand on dit la toile de Léonard de Vinci, ça veut tout simplement rien dire, quoi. Avant de passer aux questions, je voudrais quand même déjà qu'on les applaudisse tous les deux. Alors, peut-être un peu de lumière, non? Éventuellement? Non, c'est pas grave. Y a-t-il des questions? Peut-être pas. Alors, la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième, oui. Passons tout de suite à la deuxième, c'est voilà. plus facile. Vous voyez, chaque fois qu'il dit ça, ça marche. Oui, toujours, je fais ça, oui. La première, il n'y a personne, mais la deuxième, il y a un monde fou. Bonsoir. Alors, je voulais dire que on a assisté, en tout cas pour ma part, à un grand moment. Je vous le dis sincèrement, je dois pas être le seul. C'était vraiment très très appréciable d'intelligence et d'authenticité. Non, moi j'avais une question. Alors, simplement, c'était pour profiter du moment d'avoir un éditeur et un écrivain. C'est une question qui me travaille depuis longtemps. C'est quoi le rôle d'un éditeur? C'est moi qui réponds alors. Tu pourras répondre aussi. C'est peut-être un peu hors sujet. Mais bon. Juste une anecdote sur la deuxième question. Ça me rappelle une anecdote de Claude Durand, qui est un grand éditeur. En fait, il y a un gros problème pour les auteurs quand ils font un premier roman qui a un grand succès. Généralement, le deuxième est un flop. Donc Claude Durand disait toujours, moi je ne publie jamais de second roman, je publie directement le troisième. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Non, le rôle d'un éditeur, c'est, je réponds pour moi, hein, j'aurais pas la prétention de répondre pour les autres, mais en tout cas, je pense que pour que ça fonctionne, c'est de s'écouter, c'est-à-dire de vraiment publier ce qui nous touche nous. Alors évidemment, on a un rôle il faut qu'on ait des antennes dans ce qui se passe autour de nous, d'être capté. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc tout m'intéresse, les gens m'intéressent, l'art m'intéresse, mais finalement, si je regarde les livres que j'ai publiés, c'est une espèce de cabinet de curiosité de tous mes goûts, d'une certaine manière. Donc, je peux raconter une anecdote, maintenant c'est pas un secret parce que ça s'est beaucoup su après, mais je l'ai pas su quand j'ai publié Mona, parce qu'il me cache beaucoup de choses, beaucoup plus que je ne pensais. C'est quand j'ai lu ce manuscrit, je pensais être le premier à le lire. Donc moi, je me suis emballé, vraiment, voilà, je vous ai raconté l'anecdote, etc. Et puis, donc je convainc tout le monde. Albin Michel se lance. L'histoire, après, vous la connaissez. Et j'apprends, quelques mois après, c'est d'abord une journaliste qui me vend un peu la mèche, qu'en fait, il l'avait proposé chez Gallimard et qui s'était fait jeter comme un... Alors, on peut le raconter. Sachant que Gallimard était mon éditeur. Voilà, Gallimard qui était son éditeur pour ses essais sur l'art et qui l'ont vraiment presque humilié en disant non, ça, on peut même pas le proposer en comité de lecture. Donc, moi, j'ai adoré cette histoire parce que moi, je trouve que c'est un des plus grands livres. Donc, j'adore. Voilà. Donc, et je pense que le gros
défaut, ce serait de trop écouter les autres, et puis c'est un peu toujours... Mais c'est compliqué de se faire confiance, donc je pense que le rôle d'un éditeur, c'est de s'écouter, et ensuite c'est d'accompagner l'auteur. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour écrire le livre, je lui donne un avis, je lis comme vous, je vais lire le livre, si je trouve qu'il y a des longueurs, des répétitions, des choses qui manquent, des personnages qui sont un peu faibles, ou au contraire, tout d'un coup, il y a une piste que je trouve très intéressante, je lui donne mon avis, je lui donne aussi des conseils de faire court, parce qu'on a beaucoup de concurrents aujourd'hui, hein. C'est surtout Netflix, c'est pas tellement les autres éditeurs, c'est que le temps de lecture se raccourcit, donc il faut faire court, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est des petits conseils, mais en fait, je m'écoute et je suis comme un lecteur et j'essaie de faire des choses qui me plaisent et d'aboutir le livre au maximum de ce que je peux faire en tant qu'éditeur. Et après, il y a des choses techniques, on corrige, on prépare le texte, on essaie d'imaginer l'objet, on pense la couverture, et ensuite, il y a un vrai rôle qu'on sous-estime, c'est d'emmener une maison autour d'un livre. C'est-à-dire qu'Albin Michel, on publie 40 livres par mois, donc vous imaginez que c'est beaucoup. Et si vous multipliez ça par le nombre de maisons, ça fait énormément de livres qui sortent. Et donc, pour un livre émerge, moi, mon rôle d'éditeur, c'est d'emmener la maison Albin Michel avec moi. Donc, c'est de convaincre les commerciaux, la diffusion, le marketing, enfin tout le monde, quoi, pour de dire que ce livre-là, il est important et qu'il faut y croire. Donc, voilà, ça, c'est, je pense, les deux rôles principaux Cela d'un dit, éditeur. monsieur, sur le refus à Gallimard, une précision, ça arrive dans toutes les maisons. Oui, bien sûr. Et notamment, un cas très célèbre, Umberto Eco, qui a publié au Seuil 7 ou 8 traités de linguistique et de sémiologie, qui était sa spécialité universitaire, un jour s'est mis en tête d'écrire un roman historique, Le nom de la rose. Il a envoyé le manuscrit à son éditeur, qui lui a dit, mais ça n'a aucun intérêt, ton truc. Et c'est pas de la sémiologie, et qu'il a rejeté, et Grasset a sauté dessus, et c'est devenu un best-seller mondial. Donc, tout arrive. Tout à fait. Et par ailleurs, Gallimard est un très bon éditeur. Je ne vais pas dire ça devant Pierre. Mais alors, je dis juste une chose, vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. D'abord, j'ai pu faire une sieste sur la plage, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Je me suis baigné dans un endroit délicieux. Et j'ai le bonheur d'être assis à côté de mes deux écrivains préférés que je publie. Alors, je ne publie pas malheureusement tous les livres de Pierre, mais j'ai publié un livre avec Pierre qui est un régal, qui s'appelle Comment écrire, qui se lit comme un roman sur la littérature. Et donc, je suis très heureux d'être là avec vous deux. Et je le dis sincèrement parce qu'il y a des livres qui m'ont marqué dans la vie. Et Camondo est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer Pierre et de pouvoir publier ce livre, ça a été un grand bonheur pour moi. Et j'ai eu cette même réflexion que quand j'avais rencontré Thomas après avoir lu son manuscrit, c'est de me dire que j'avais aussi de la chance d'avoir des auteurs. Ce que vous dites, monsieur, c'est que ce sont des gens qui sont non seulement sympathiques et qui ont un talent d'écriture, mais qui ont un talent de conteur et de passeur. Et ça, c'est très rare. Et donc voilà, je voulais simplement me permettre de le dire à tous les deux. Nicolas, merci. Tu peux revenir la semaine prochaine. Merci. D'autres questions? Oui. On va boire un coup.